Docteur Yasmina Ahmalani, bonsoir à vous sur nos ondes sur Atlantique. Bonjour, Val. Vous êtes docteur, je le dis, en pharmacie et diplômé en nutrition et en diététique. Alors notre sujet du jour, c'est bien évidemment l'infertilité. Vous avez consacré une conférence à ce sujet. Je voudrais vous interpeller par rapport effectivement à cette thématique. Les couples infertiles vivent un vrai parcours du combattant dans notre pays, que ce soit du point de vue financier, social, psychologique également. Malheureusement, l'infertilité reste un sujet qu'on a du mal parfois à évoquer. Il est assimilé le plus souvent chez l'homme à un problème de virilité, chez la femme, disons à une difficulté qu'elle aurait à procréer, donc on peut lui en faire le reproche. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer en termes scientifiques peut-être ce qu'est l'infertilité, quelles sont les principales causes, les causes les plus courantes de l'infertilité dans notre pays ? Alors la première des choses, je pense qu'il faut déjà savoir quand est-ce qu'on parle d'infertilité, parce qu'on a souvent des couples qui se marient, qu'au bout de 2, 3, 4 mois, ils commencent à parler d'une possibilité d'infertilité. Alors le mot infertilité dans un couple, c'est vraiment après dépasser une année à avoir des rapports sans protection, sans pouvoir atteindre une grossesse. C'est là où on commence à parler d'une possible infertilité ou problème de stérilité en quelque part. Donc avant, c'est tout simplement que peut-être ils n'ont pas été dans le bon moment d'ovulation, qu'il y a eu un moment de stress, mais on ne peut pas utiliser le mot infertilité très facilement. C'est vrai qu'il faut peut-être lui réserver un usage plus prudent à ce terme qu'on emploie parfois à tort et à travers. Il ne faut pas non plus peut-être se mettre la pression au-delà du raisonnable et attendre effectivement un certain temps avant de porter soi-même le diagnostic, en tout cas d'aller consulter si j'entends bien. Exactement, et déjà savoir que le stress, mis à part toutes les autres raisons qu'on peut avoir aussi, le stress souvent est le premier ennemi pour qu'une femme puisse tomber enceinte, parce que c'est une pression et on ne peut pas oublier que le stress n'a jamais été bon pour la santé dans aucun cas et aucune situation, donc encore plus si on parle d'une grossesse. Donc par rapport à la première question que vous venez de me poser par rapport aux causes, il faut savoir que les causes augmentent d'une façon exponentielle quand on parle d'un pays industrialisé. Et forcément, le Maroc, quand on en parle maintenant, on parle d'un pays qui est industrialisé, qui est moderne. Et donc, en parlant de ça, on est obligé de parler d'une mauvaise qualité de vie en général. Je veux dire, mauvais sommeil, les fast-foods, manger n'importe quoi à n'importe quelle heure, ne pas faire assez de sport, des problèmes soit d'anorexie, soit d'obésité. Donc tout ça a un effet vraiment néfaste pour pouvoir avoir une grossesse souhaitée. Mis à part des cas qui sont vraiment naturels, comme par exemple on trouve en tête de liste le varicocèle, on trouve les infections urinaires, on trouve des traumatismes testiculaires ou bien des problèmes d'OPK au niveau de la femme. Donc ça, c'est des choses à traiter qui n'ont rien à voir avec la façon de vivre, comment on mène notre vie jour après jour, mais quand même, tout ce qui est la vie en général quand même, elle est assez mauvaise parce que on veut faire ce qui est à la mode. Donc à la mode, on a des jeans qui sont serrés, ce qui provoque une mauvaise température au niveau des testicules. Donc du coup, ça affecte directement les spermatozoïdes. On a un problème d'un téléphone qui est toujours dans la poche, donc aussi proche de l'appareil reproducteur de l'homme. Donc on a beaucoup de causes de la vie journalière. Puis après, au niveau du couple, le fait de, par exemple, une fois que le couple rentre à la maison, après le travail de soir, au lieu de passer du temps ensemble, au lieu d'avoir une vie familiale ou une vie de couple, chacun des deux est sur son téléphone, ou bien même s'ils sont ensemble, ils vont se mettre ensemble pour regarder un film. Puis après, en étant aussi un pays moderne, on a l'âge de se marier qui n'est plus de 19, 20 ans, 21 ans, on passe de la trentaine. Donc tout ça... c'est vrai que les écrans n'y sont pas pour rien. Pour citer cet exemple-là, il est vrai que ça, chacun peut en faire peut-être le constat, certains amers, mais il est vrai que ça ne peut pas être un facteur totalement à exclure aussi parmi les causes qui expliquent aussi le fait qu'on fasse moins d'enfants dans les pays industrialisés, dans notre pays de plus en plus et de plus en plus tard. Un truc très simple, on rentre dans un restaurant, on a des couples, soi-disant ils sont sortis dîner ensemble, et chacun des deux sur son téléphone. Alors là, c'est vraiment un truc qu'ils ont fait pour sortir, pour soi-disant se retrouver. Alors imaginons ce qui se passe à la maison. On parle de routine, donc ils rentrent, chacun a des mails à répondre, chacun veut entrer sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même, il y a plus ce contact dans le couple, il y a plus ces moments d'intimité
dans le couple. On est en train de baisser, mais d'une façon incroyable, la moyenne. Avant, on était, comme vous dites, à 9 enfants par famille. Là, en 2020, au Maroc, on était à 2,32. Là, on est à, je pense, 2,1. C'est-à-dire que la différence est vraiment, et c'est en train de chuter. Et on a encore l'impression, et j'entends encore des gens dire, non, c'est que les Marocains ont trop d'enfants. Ben non, du tout. C'est en train de baisser énormément. Si j'ai choisi précisément, c'était un sujet que je voulais traiter, celui de l'infertilité, et j'ai traité pendant la conférence les causes médicamenteuses et nutritionnelles, parce que je me rends compte que je reçois beaucoup d'ordonnances de couples jeunes et qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Donc quand même, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et commencer à voir qu'est-ce qu'on est en train de mal faire. Oui. Alors, docteur, vous avez évoqué des causes qui seraient liées à l'hygiène de vie, à l'hygiène tout simplement, à la nutrition et ainsi de suite, et puis des causes, j'allais dire, médicales, peut-être des maladies, des anomalies, des appareils génitaux qui peuvent être dysfonctionnels, pour le formuler ainsi. Quels sont les différents traitements qui peuvent aujourd'hui être proposés aux patients qui feraient état d'infertilité, c'est-à-dire conformément à la définition que vous en aviez donnée en réponse à la première question? Déjà, il faut savoir une chose, que quand on parle bien évidemment d'une grossesse qui est programmée, on a toujours tendance à penser à cette qualité de vie et à cette alimentation à partir du moment T où la femme tombe enceinte. Pour avoir une grossesse réussie et un fœtus en bonne santé, normalement on conseille de commencer à améliorer sa qualité de vie 6 mois avant la date où on souhaite commencer à chercher la grossesse. Donc ça, c'est très très important. Régler son sommeil, parce que ça ne sert à rien de réussir une grossesse et d'avoir des fausses couches par la suite. Ou bien réussir une grossesse et se retrouver par la suite avec un fœtus qui a des problèmes de santé, ou bien des morts à la naissance. Donc l'idée, c'est que quand un couple décide qu'il veut commencer un projet de grossesse, que ce soit l'homme ou la femme, il faut améliorer la qualité de vie, il faut diminuer l'automédication. Et un truc très très important, une fois qu'on va aller voir le médecin, dire des détails de ce qu'on fait pendant la journée. Je m'explique. Si je prends un traitement qui n'a absolument rien à voir, et d'ailleurs j'avais évoqué pendant la conférence un exemple d'une molécule qu'on donne pour la goutte, plusieurs couples oublient d'évoquer ça parce que pour eux, un problème au niveau de l'orteil n'a rien à voir avec le fait que sa femme veut tomber enceinte. Ben non. En fait, on est deux dans le jeu, donc il faut absolument dire tout le traitement que le monsieur est en train de prendre, plus tout le traitement que madame est en train de prendre. Deuxièmement, savoir où est le problème. Et c'est là le souci principal, c'est que généralement, c'est la femme qui part se faire ausculter et voir où est-ce qu'il est le problème, et on oublie l'homme. Donc, sur des études qui ont été faites au Maroc même, on a trouvé qu'à partir de la trentaine, on commençait à trouver chez l'homme en premier lieu des problèmes de mobilité au niveau du sperme, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui ne bougeaient pas correctement. Deuxièmement, on avait un problème de concentration en deuxième lieu. Et en dernier lieu, un problème de morphologie. C'est-à-dire que même si on avait cette quantité, il n'était pas valable parce qu'il y avait un problème de morphologie, donc il ne servait pas à grand-chose. Donc la première des choses, c'est d'accepter que, mondialement parlant, les causes sont équitables par rapport à la femme et à l'homme. On est plus ou moins entre du 50-50. Pourtant, on a encore du mal à accepter que l'homme parte avec sa femme pour voir d'où vient le problème. Oui, dernière question, parce que vous avez évoqué les traitements et puis le caractère aussi qui est lié à l'hygiène de vie. Il y a également un aspect même psychologique. Lorsque vous voyez un couple qui vient peut-être consulter par rapport à cette problématique-là, il fait état d'angoisse, il fait état de certaines des difficultés. Comment trouver les mots pour sensibiliser, pour rassurer, pour diminuer cette angoisse-là qui peut s'exprimer dans l'échange avec le médecin ou avec le pharmacien? Je pense que la première des choses à faire déjà, je pense que c'est un truc de couple. Donc c'est un problème à traiter en couple et non pas en famille. Parce que quand on le traite en famille, on a souvent une pression sociale. Du côté de l'homme, il sent comme quoi on touche sa virilité. Donc il a du mal à accepter que le problème vient de lui. Quand c'est la femme, on a toujours une pression de l'autre côté en disant ouais, tu as vu, elle va pas te donner d'enfant. Donc on rajoute une pression qui n'est pas nécessaire. Donc sincèrement, mon premier conseil, c'est que vu que c'est une affaire de couple, la laisser entre le couple. Pas d'amis, pas de famille, gérer ça, aller voir le médecin. Deuxièmement, savoir que il y a un secret professionnel, que ce soit au niveau du médecin, que ce soit au niveau du pharmacien. Donc, quand on parle chez un autre pharmacien ou chez notre médecin, on doit tout dire. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de non, je ne veux pas dire ça parce que ça va toucher à ma virilité. Et deuxièmement, comme je dis souvent aux gens qui viennent me voir, je leur dis,
quand vous avez une carie, vous partez voir le dentiste et vous n'avez pas honte de lui dire ça. C'est exactement la même chose. S'il y a un problème, on est quand même en 2023. On a des solutions qu'on n'avait pas il y a 10 ans, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, mais qu'on a maintenant. Mais la seule façon de pouvoir se faire aider, c'est de dire précisément tout. Je préfère qu'une personne vienne me voir et qu'elle me dise en trop, même des détails dont je n'en ai pas besoin, à qu'elle me dise en moins. Donc, essayez de voir que le corps médical est là pour vous aider. Arrêtez tout ce qui est les conseils de famille, les trucs de grand-mère, parce que parfois on se retrouve avec des recettes qui sont mauvaises pour la santé. Allez voir le médecin, savoir qu'on va se faire aider, qu'il y a toujours une possibilité pour régler la situation, et surtout partir voir le médecin les deux. Ce n'est pas la femme qui part, elle commence le traitement, et après 2 ans, quand ça ne donne pas de solution, ou après 6 mois, c'est l'homme qui commence. Parce que si vous partez tous les deux, vous allez gagner du temps, le traitement va être plus efficace, et il y aura moins d'angoisse au niveau du couple. Eh bien, docteur Yasmina Ahmarani, on sent l'énergie que vous mettez aux réponses. Je vous remercie grandement pour l'entretien que vous avez accordé sur nos ondes sur Atlantique. Je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent, vous êtes docteur en pharmacie et également diplômé en nutrition et en diététique.